Alors, je remercie bien entendu tous les membres de la SOMEREF ainsi que le staff organisationnel et à leur tête leur présidente, Dr Rita Zeki. Quand on entend, moi personnellement, quand j'entends le nom Zeki, deux personnes me viennent à l'esprit. En premier lieu, feu Monsieur Zeki, Allah yarhamou. J'espère que son âme doit être fière de toi, Rita, en ce moment. Le deuxième nom, bien entendu, c'est celui d'une dame, d'une grande dame. Alors, je parlerai donc de Bedia Felki Zeki, qui a inscrit son action et a su, dans la formation continue et dans le partage scientifique. Donc, je la remercie et je la félicite encore. Et pas que, hein, elle a participé certes au développement de la médecine morpho-esthétique dans nos murs, mais la plupart des gens ne savent pas qu'elle a participé auparavant à introduire aussi la formation en échographie. Elle a été parmi les premières. Donc, donc je lui rends hommage et je la remercie et la félicite de la réussite de ce congrès. Elle est la présidente Dr Rita Zeki. Alors, vous m'avez demandé aujourd'hui de vous parler donc de quelque chose qui a trait à 90% donc à notre activité en tant que médecin anti-âge et praticien qui pratiquant la médecine morpho-esthétique. Alors, donc le principe de... Pourquoi parler de ce principe de précaution juridique? Ben, en premier lieu, le contexte actuel de judiciarisation de l'acte médical. Les progrès médicaux et les progrès et les technologies innovantes qui ont un double tranchant, elles nous ont permis certes de faire de plus en plus des actes assez avancés, mais qui ont un risque quand même. Elles présentent un risque. Alors, il y a un bouleversement aussi au niveau de la scène médiatique et il y a une surmédiatisation de l'acte médical. Ça a donné une démystification au niveau du commun des mortels. Et donc, les gens viennent chez nous avec une exigence de guérison et d'obligation de résultat. On va revenir vers ça après. Et puis, il y a cet aléa thérapeutique que la plupart des juristes et les patients ne connaissent même pas. Donc, en plus, on nous parle d'un déséquilibre du contrat. Nous sommes les superpuissants en tant que médecins et le patient, il est démuni devant nous. Donc, je passerai pour les historiques pour vous dire que la responsabilité médicale ne date pas d'hier, elle date du temps de Hammurabi, tout le monde le sait, 40 siècles auparavant, dans l'ancienne Égypte, la Grèce, l'Europe, il y a toujours eu des châtiments. Et je rappellerai juste que les soins esthétiques ont commencé par l'épilation, au niveau de l'Antiquité, c'est-à-dire 2000 ans avant Jésus-Christ, parce que les rois et les reines, c'était en vigueur chez eux. En Inde, on trouve les précurseurs de la rhinopoïèse, avec le fameux lambeau de converse qui trouve son origine fira. Et puis, il y a eu le fil d'or, le face mending, la rhinoplastie. Et là, on parle de médecine esthétique qui regroupe l'ensemble de procédures médicales visant à améliorer l'apparence physique, que ce soit au niveau du visage ou du corps. Donc, ce sont des techniques de soins médicales spécifiques, sans chirurgie ou avec chirurgie. Alors, elles visent toujours, comme j'ai dit, l'amélioration de l'aspect physique, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, parce que la médecine morpho-esthétique a évolué dans son concept et on parle plutôt de médecine anti-âge, avec tout ce qui est micronutrition et travail donc de l'intérieur du corps avant l'extérieur. Alors, qui doit exercer la médecine esthétique? Ben, il faut être docteur en médecine. Le principe de précaution commence par là. Avec des spécialisations dans le domaine de l'esthétique médicale, elles n'appartiennent à aucune spécialité, il faut le rappeler à chaque fois. Alors, il faut maîtriser donc, grâce à ces formations continues, parce qu'il ne suffit pas de faire une formation ou deux, il faut faire des formations diplômantes, certifiantes certes, mais il faut surtout s'inscrire dans le DPC ou le développement professionnel continu, en assistant à des workshops, à des congrès nationaux et internationaux. Et justement, nous sommes là pour un partage de connaissances dans ce DPC. Donc, cela va nous permettre de maîtriser les différentes techniques selon les dernières données de la science acquise,
et que ce soit donc dans le domaine des lasers, de la photobiomodulation, les ultrasons, des rayonnements ultramagnétiques, des injectables, que ce soit des toxines, de l'acide hyaluronique, PRP et j'en passe. Alors donc, il faut reconnaître aussi qu'on a des formations académiques de qualité dans nos murs et qui sont diversifiées. Alors, quelles sont les lois qui régissent notre exercice? Alors, au niveau international, il y a la Haute Autorité de la Santé, il y a des directives européennes, il y a des certifications, mais là, je vais parler juste de ce qui se passe au Maroc. Donc, la loi cadre pour l'exercice de la profession médicale est la fameuse loi 131-13. Il y a des lois comme celle qui régit les attributions et le fonctionnement des CROM et le CNOM. Les CROM, c'est les conseils régionaux de l'ordre des médecins, et le CNOM est le conseil national. Il y a un code de déontologie médicale et il y a des lois cadres. Donc, je passerai ça pour aller au vif. Donc, embrasser toutes les composantes de la responsabilité médicale n'est pas une chose aisée. D'accord? C'est pour ça qu'on m'a donné une tâche difficile que je vais essayer quand même de raccourcir comme je peux. Alors, nous avons fait la médecine légale dans le cursus fondamental. Mais personne ne nous avait parlé ni de responsabilité civile, ni pénale, ni encore disciplinaire. On savait qu'il y avait un ordre, donc il fallait s'inscrire. Pardon? Pardon? Ah, très bien, d'accord. Bon. Je vais l'interrompre parce que c'est très important. Alors moi, je voulais insister sur le doctorat en droit. Vous l'avez dit? Non, non. Alors, Bouchra Khalq est une militante, elle est médecin esthétique et c'est une grande militante et elle a fait un doctorat en droit. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a appelée pour faire ce sujet. On a l'impression qu'on n'a pas besoin de tout ce qui est droit, mais moi, je peux vous en raconter beaucoup sur tout ce qui se passe et ce que subissent les médecins avec la justice. Merci, Badia. Donc, alors, donnons aussi, alors, par exemple, qu'il y a une judiciarisation des actes médicaux, mais peu de cas, la fin. Souvent, c'est des non-lieux. Et là, je vais vous expliquer, parce que les éléments de preuve qui sont à la charge du plaignant, méticulous apportés. Et si jamais on s'évertue à respecter ce principe de précaution juridique, personne ne va être esté ou là, personne ne va être poursuivi, Inch'Allah. Donc, ça reste quand même mal cerné dans nos murs. La responsabilité médicale, elle est régie par les mêmes règles, selon le mode d'exercice. Bien sûr, qui est le libéral, le fonctionnaire, le salariat. Le législateur il va définir. Je vais parler donc de la médecine moderne privée. Le médecin privé va jouir de l'indépendance, mais il restera soumis aux règles le DOC. Le DOC, c'est le Dahir des obligations et contrats. Les autres acteurs sociaux. Il n'y a pas une loi spécifique pour les médecins. Donc, quels sont les principes directeurs? Je vais juste les rappeler. Les principes directeurs de la médecine libérale, c'est la liberté du malade à choisir le médecin dialo, l'obligation du médecin au secret professionnel, la liberté le médecin à choisir, à calculer en fonction de plusieurs paramètres les honoraires dialo, tout en restant dans le respect de la région géographique, les conditions socio-économiques et un peu la tarification. L'obligation donc au secret professionnel est très importante et la liberté des prescriptions, j'en ai déjà parlé. Le contrat, il faut savoir que dès lors que l'on rentre, ça va, je suis dans les termes ou là? Ah, quand même. Le contrat, il est subordonné à des choses importantes, que sont le consentement, les objets doivent être licites et les causes. Il faut qu'il y ait une capacité de contracter. On reçoit de plus en plus des jeunes filles de 14-16 ans qui viennent demander des injections de lèvres. Il faut savoir dire non. Et tout ça, c'est édicté dans les articles que je vous ai mis là, au niveau du DOC. Alors, le consentement éclairé, c'est très important dans l'exercice de cette médecine morpho-esthétique. Il faut savoir le recueillir et sachez qu'il soit écrit ou oral, le contrat est déjà là. Dès lors que tu drôle le patient, qu'on lui explique des choses que je vais énumérer et qu'il accepte et qu'il vient pour l'acte, ça fait le contrat est là.
On n'a pas besoin de signature, sauf que ça serait bien d'avoir des éléments chez soi. Alors, il y a des formulaires par spécialité et par acte de médecine esthétique. Donc, et je répète que en cas de litige, les preuves, c'est le plaignant qui doit les apporter. D'accord? Donc, la faute médicale, alors je vais passer de ça. Oui, alors durant toutes mes études juridiques, j'ai toujours plaidé pour, je ne suis pas la seule, la dépénalisation de l'acte médical. Parce que le juge, quand il a une action, il doit faire un examen minutieux, subjectif. Quel était le médecin? Est-ce qu'il voulait sciemment nuire au patient? Ben, souvent, ce n'est pas le cas. Mais n'empêche que si les précautions n'ont pas été prises, si certaines procédures n'ont pas été respectées, les gens qui sont dans ce domaine savent qu'il y a des procédures certifiées, d'accord, qu'il faut respecter et qu'il faut connaître tout d'abord pour qu'on puisse les respecter. Donc, souvent, il faut aller vers plutôt la civile. Alors, payez votre responsabilité civile, quoique les assurances mais ne couvrent pas la plupart des éléments. Donc, comme la précaution et la prévention restent de mise. Donc, voilà, j'en ai parlé. Dans l'imprudence, l'assurance doit être obligatoire. Alors, tout ça, c'est des textes. Donc, quel est ce principe? Si je devais résumer le principe de précaution juridique, je dirais qu'il faut avoir un consentement éclairé, le muwafaqa al-mustanira, écrit ou de fait, qui a été institutionnalisé dans notre pays, par une loi en 2018 déjà. Ne faire que ce que l'on maîtrise. On ne maîtrise pas une technique, on ne la fait pas. Respecter le droit d'information aux patients. Ça aussi, il y a une loi en 2018 qui est sortie. Le droit d'information est très important. C'est pour ça que respecter les contre-indications, respecter les législations en vigueur, là où, par exemple, il y a des pays où le PRP est interdit, ben, on ne va pas aller faire un PRP, d'accord? Être dans la prévention, dans la médecine des 4P, alors prévenir un herpès éventuellement, recueillir des données. Vous savez, la médecine anti-âge, sa consultation, elle est parmi les plus longues. Il faut donner le temps au temps, parce qu'après, on ne le regrette pas. Les techniques et outils d'exercice doivent être avalisés par les autorités compétentes. Il faut avoir des produits avec l'AMM, ils sont agréés par les autorités de tutelle. Et je vais vous parler aussi de la CNDP, quelque chose qui est très très récente. La CNDP, c'est la Commission nationale de la protection des données à caractère personnel. Personnellement, j'ai un logiciel qui est agréé d'exploitation du cabinet médical, qui est agréé par cette CNDP. Faites attention justement à ce qu'on vous vend, parce qu'en plus, on est dans l'obligation maintenant. C'est vrai que le délai est passé le 29 février, mais on peut demander une prorogation à la CNDP. Il faut lui notifier, si vous avez des logiciels, parce que dorénavant, on traite des caractères, plutôt des données à caractère personnel. Et donc, voilà, nous avons une caméra. Donc là, elle a les ordres régionaux pour aller recueillir l'info utile. Alors, tout ça, c'est alors, test de dualité, les fondements. Donc, sachez que primum non nocere, d'accord? Donc, d'abord, je ne dois pas nuire dans tout acte que je fais. Le principe de précaution juridique va viser l'application même de ce principe. Il va anticiper et prévenir les risques potentiels. Comment? En faisant des actions médicales pensées, en allant vers la prévention, en gérant les accidents et les effets indésirables et en accompagnant nos patients, surtout quand il y a des complications. Établir un devis. Alors, les impératifs, ça c'est important, donc si vous me permettez. Donc, il faut établir un devis de médecine esthétique, c'est très important. La plupart en ont peur. Non. On a établi un bon devis. La fiche d'information du patient avec le type d'acte, les produits utilisés, les consignes, les conseils post-acte, les détails de l'acte et les risques éventuels. Le consentement éclairé et le délai de réflexion. Si vous partez, si on est en justice contre vous, que vous partez devant un juge, le cas comme le patient, ce jour-là, il a été injecté, même cherche, il n'a pas eu, c'était pas un consentement réel. Et croyez-moi, il y a des médecins qui ont vu leur action judiciarisée à cause de ça. Donc le délai de réflexion est important, je passerai pour ça. Au niveau du conseil, sachez qu'il y a quand même une responsabilité disciplinaire avec première instance au niveau des CROM et deuxième instance au niveau du CNOM.
Et voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était le principe de précaution juridique pour que vous puissiez exercer en toute sérénité votre art de médecine esthétique. Merci. Docteur,